Henri Lefebvre. Logique formelle, logique dialectique. Chapitre 1er. Théorie de la connaissance. 3. Métaphysique et idyllisme. Ces métaphysiciens posent donc la connaissance comme achevée, en une idée mystérieuse, en un Dieu, avant qu'elle soit commencée. Ils posent la connaissance avant ce dont elle est la connaissance, l'esprit avant la nature, la pensée absolue, divine. 20. Logique dialectique. Avant la pensée humaine et l'expérience humaine. F. Renverse l'ordre réel, ils mettent la charrue avant les buffets et prennent à rebours l'analyse de la éonescence. Nécessairement, en considérant la connaissance comme achevée et faite à l'avance, ils se condamnent à prendre une petite partie de la connaissance, une parcelle de la science atteinte en leur temps, et à la transporter dans l'absolu. Ainsi Leibniz, qui inventait le C-acul différentiel, le prêtait au Dieu métaphysique qu'il imaginait, Dom Deus et Alcula, Fil Mundo. Nous avons, par définition, nommé métaphysique la pensée qui sépare ce qui est lié. Nous nommerons par définition idéaliste ces doctrines qui portent à l'absolu une part du savoir acquis, en font une idée ou une pensée mystérieuse qui d'après eux existe avant la nature et l'homme réel. Ces définitions nous apparaîtront par la suite sous de nouveaux aspects. Nous montrerons qu'elles sont conformes à l'usage habituel de ces mots et, de plus, qu'elles sont fécondes, édaillant de nombreuses questions philosophiques et supprimant des problèmes, faux ou mal posés. Il en résulte que tout idéalisme est métaphysique. La réciproque n'est pas vraie, beaucoup de métaphysiques sont idéalistes, mais il existe d'autres doctrines métaphysiques non idéalistes, à savoir certains matérialismes. On peut maintenant demander, comment se fait-il qu'une réelle doctrine, qui sépare du réel et du savoir réel une parcelle pour l'hypertrophier jusqu'à ne plus voir que haute parcelle et la portier à l'absolu, comment une telle doctrine que j'y divise et arrête l'activité de la connaissance humaine est-elle possible? En d'autres termes, la métaphysique demandait à la connaissance ses papiers d'identité, et posait la question, comment la connaissance est-elle possible? Comment le sujet retrouve-t-il l'objet? Comment la 1. Science mathématique, et ses applications au réel objectif. La physique, etc. Sont-elles possibles elles? C'était là les que, étions même posés par le métaphysicien Kant. En ce moment, au nom de la connaissance considérée comme fait pratique, historique et social, nous demandons, au contraire, comment la métaphysique fut elle est possible. Dans les temps primitifs, et actuellement encore dans le PUP ne sont pas sortis par stagnation ou dégénérescence de cette situation du primitif, règne certaines convictions, dont on pourrait trouver chez non, plus d'une trace. Métaphysique et idéalisme 21. Les primitifs interprètent à leur manière, ignorant qu'ils sont de leur propre structure physique et des lois du monde matériel qui les entourent, certains phénomènes psychiques ou physiques très simples, l'image dans le miroir, l'ombre, le rêve, etc. Ils croient que les êtres humains et notamment les morts qui apparaissent en rêve sont des âmes détachées de leur corps. L'individu qui apparaît dans un rêve est tenu pour responsable et punissable des actes irréels, cependant, que son apparition a commis dans le rêveux. De même, le rêveur se tient pour responsable des actes qu'il commet en rêve. L'image dans le miroir est tenue pour le double, réel, vivant à sa manière, de celui qui se regarde. L'ombre passe aussi pour une partie de l'âme humaine. Dans certaines campagnes, parce que l'âme du mort pourrait revenir dans un miroir, on les voile après chaque décès. Et l'on connaît le conte célèbre de Chamisso, Peter Schlumschl, l'homme qui avait perdu son ombre, c'est-à-dire qui avait vendu son âme au diable. Il semble que l'individu humain ne prenne conscience de lui, primitivement, qu'à travers une sorte de dédoublement matériel, mais il faut remarquer que, plus tard, le dédoublement s'approfondit, la vie sociale se différencie et se perfectionne, la division du travail apparaît, et, notamment, la séparation du travail matériel et du travail intellectuel.
Un intellectuel spécialisé, mathématicien ou philosophe, ignore à peu près tout de la vie pratique, et lorsqu'il agit pratiquement, dans la vie quotidienne, il se trouve sur un autre plan, et pour ainsi dire dans une autre région de sa conscience, que lorsqu'il pense. Pour lui, le dédoublement à l'intérieur de lui-même devient un fait, et Sapambae pourra fort bien oublier les enseignements, sa vie réelle, d'ailleurs souvent mutilée. Mais le dédoublement matériel du primitif, la théorie du double et de l'ombre errante loin du corps, sont venus fournir des symboles, un langage, une expression poétique, à ce dédoublement réel intérieur de la conscience plus différenciée. C'est ainsi que G2, qui ne croyait pas au diable personnel, a exprimé les souffrances de l'intellectuel moderne devant sa vie réelle incomplète, mutilée, délaissée pour la pensée abstraite, au moyen d'une légende ancienne, d'après laquelle un alchimiste vendit son âme au diable pour retrouver sa jeunesse, Faust. Primitivement, l'âme sortie du corps avec le dernier souffle spiritus était comité européen de normalisation et survivre, mais un certain temps seulement, pendant le temps des rites funéraires et post-funéraires qui entretenaient sa vie. Puis se perdait dans l'ombre. 22 Logique dialectique. Amorphe de toutes les âmes d'ancêtres, étant donné qu'il était impossible, malgré les rites les plus minutieux, d'entretenir toutes les âmes passues. Peu à peu on attribua à ces âmes désuètes un reste d'existence lointaine, tout à fait abstraite, impersonnelle et inefficace, sans rapport direct avec les vivants, rapport réservé aux défunts de fraîche date, sauf le cas exceptionnel des héros, des saints, etc. Ce fut alors que l'on conçut l'existence spirituelle, qui d'ailleurs n'apparaissait pas au début, et notamment chez les Grecs, comme une récompense ou une consolation, mais comme une triste fatalité, un ennui interminable. Mais, par la suite, cette terminologie, vie spirituelle, esprit, etc., fournit un symbolisme pour exprimer la situation des consciences et des pensées infiniment lointains par rapport à la vie réelle, détachée du réel et de l'action. La question des rapports de l'être et de la pensée, de la nature et de l'esprit, de l'objet et du sujet de la connaissance, fut toujours la question fondamentale de toute philosophie. Il s'agit de savoir laquelle des deux séries de termes en présence fut primordiale, l'être ou la pensée, la nature ou l'esprit, la matière ou la conscience. Mais cette question elle-même, en tant que problème métaphysique de la connaissance, a ses racines dans les conceptions des primitifs. En effet, le rapport que l'on cherchait, donné, il est un fait, le fait de la connaissance, la séparation métaphysique entre le sujet et l'objet qui pose le problème et le rend insoluble du même coup reproduit et aggrave dans les conditions de la comme-science moderne la séparation imaginaire. Le dédoublement fictif entre la partie lucide de notre être, l'âme, l'esprit, et la partie naturelle, le corps, monde. Pour éliminer ce problème insoluble, il suffit de considérer le rapport mis en question comme un fait, et de le prendre tel qu'il se présente. Le sujet et l'objet, la pensée et la nature, sont différents, mais liés, d'un lien qui est une interaction incessante. Le fameux problème de la connaissance se ramène ainsi à ses véritables proportions. On peut examiner les instruments de la connaissance pour les perfectionner, et c'est le rôle notamment de la logique. Mais il n'est pas admissible de mettre en question la connaissance elle-même. 4. Logique et théorie de la connaissance. L'examen du problème de la connaissance est remplacé par une théorie de la connaissance, le mot théorie étant pris. Théorie de la connaissance et matérialisme 23. Dans un sens tout à fait proche de son acception scientifique analyse et l'enchaînement d'un ensemble de faits. Cette théorie de la connaissance ne peut être qu'une histoire de la connaissance, qui se subdivise en un certain nombre de chapitres, notamment a. Histoire des sciences et de leurs méthodes particulières. B. Histoire des formes, méthodes et instruments généraux de la connaissance, leur mise au point dans les conditions actuelles du savoir humain. C. Histoire sociale des idées. La logique, sans ignorer les autres chapitres de la théorie de la connaissance, traitera plus particulièrement de la deuxième question, 5. Théorie de la connaissance et matérialisme. Pas de connaissance sans un objet à connaître,
pas de science de la nature sans une nature. Ou bien notre connaissance n'est qu'une grande illusion, un rêve poursuivi imperturbablement, une construction factice. Ou bien il existe, hors de nous, devant nous, et par conséquent avant elle nous et sans nous un monde extérieur, une nature que connaissent NQES sciences, physique, chimie, biologie, géologie, etc. Le savant est naissé, hiérement, en tant que savant et même si, par ailleurs, en tant que métaphysicien ou théologien, il renie sa conviction scientifique un matérialiste. Le matérialisme, d'une façon générale, considère la nature comme élément primordial. Il s'oppose ainsi à l'idéalisme, qui admet le primat de l'esprit par rapport à la nature, de la pensée par rapport au monde. La pensée, la conscience, l'esprit humain sont des réalités, parce qu'ils les séparent de tout le développement biologique et social de l'homme, qui a abouti à ces réalités, le métaphysicien idéaliste les pose dans l'absolu, hors de la nature et du devenir, en leur conférant un primat abstrait. On appelle idéalistes ces philosophes qui, n'ayant conscience que de leur existence et des sensations qui se succèdent au-dedans d'eux-mêmes, n'admettent pas autre chose. Système extravagant, système qui, à la honte de l'esprit humain, est le plus difficile à combattre, quoique le plus absurde de tous. En effet, Berkeley, déjà cité plus haut, a écrit. Un Diderot, œuvre, Paris 1875, 1, page 304. 24 Logique dialectique. L'opinion prévaut de façon singulière parmi les gens que les maisons, les montagnes, les fleuves, en un mot les objets sensibles, ont une existence naturelle ou réelle, différant de celle qu'ils ont dans l'esprit qui les perçoit. Et pour lui cette opinion est une contradiction, car que représentent les objets, sinon des objets perçus par nos sens? Or, que percevons-nous, sinon nos idées et nos sensations? Et n'est-il pas simplement absurde de croire que des combinaisons d'idées et de sensations peuvent exister sans être perçues? Et Philonoès affirme tranquillement, that there is no such thing as what philosophy call material substance, elle am seriously persuaded. Qu'il n'y ait rien de tel que ce que les philosophes nomment matière, j'en suis sérieusement convaincu. 1. Les idéalistes modernes les plus perspicaces ont parfaitement compris la situation paradoxale dans laquelle se trouve leur doctrine. Il est possible de soutenir que le savant n'est jamais matérialiste qu'en parole, par une illusion qui lui est d'ailleurs aussi naturelle que l'hallucination visuelle aux fumeurs de hashish. Le savant se voit, en rêve, au terme de son œuvre, il atteint l'univers tel qu'il est en soi. Le savant s'absorbe alors dans le monde, son état est littéralement celui de l'extase. La critique réveille le savant. Cette citation est particulièrement significative. La connaissance scientifique, prise par le savant comme connaissance des zéros un monde réel, serait une hallucination, un rêve. Le physicien, avec ses instruments mathématiques et physiques ES, serait en état d'extase. L'idéalisme ne trouve d'argument, si l'on peut dire, qu'en renversant non seulement le processus réel de la connaissance, mais la situation de l'homme qui connaît. Il attribue au savant extase métaphysique. Le paradoxe, auquel est acculé l'idéalisme moderne, juge la portée de sa critique. Malgré cette critique, il est clair que lorsqu'un physicien interprète dans un sens idéaliste sa propre science, il le fait non comme physicien, mais en tant que philosophe, et en tant que tel, il s'inspire dès la métaphysique classique, avant tout de un Berkeley, Dialogue d'Illa et de Philonorle, 1, page 8. 2. Elto N. Brassche CG, L'idéalisme contemporain, 1905, page 8. Matérialisme et idéalisme 25. Berkeley. Le célèbre physicien Eddington n'est-il pas métaphysicien à la Berkeley lorsqu'il écrit « Je crois qu'avant de conclure, je dois aborder cette question, le monde extérieur décrit en physique existe-t-il réellement ? La difficulté est que les mots existence et réalité exigent une définition. Pour ma part, toute notion que j'ai du fait d'exister est tirée de ma propre existence. 1. 6. Matérialisme et idéagisme. Philosophiquement, l'opposition du matérialisme et de l'idéalisme est absolue, ainsi que leur incompatibilité.
Ils forment deux courants fondamentaux, en lutte perpétuelle, lutenant la nature pour facteur premier. Alors que l'autre fait exactement le contraire. Le problème philosophique étant admis, tous les philosophes peuvent être rangés dans l'un ou l'autre de ces deux grands camps, à propos de cette question suprême de toute philosophie. Peu de métaphysiciens ont eu le courage philosophique de Berkeley. La plupart se sont contentés de formules équivoques, de compromis, ils ont pressenti la nécessité scientifique du matérialisme, sans vouloir s'engager dans cette voie, à cause du caractère prétendument scandaleux du matérialisme, mais en reculant, autre part, devant les conséquences extrêmes de l'idéalisme. Ainsi Leibniz a émis une formule bien connue. Rien dans l'entendement qui ne vienne des sens si ce n'est l'entendement lui-même, nisi ipse intellectus. Leibniz reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. Tout vient des sens, du monde et de l'expérience, et cependant rien n'en vient. Kant admet que les connaissances viennent, en fait, de l'expérience. Voir en particulier Critique de la raison pure, édition. T.R.E. Mézag, page 34. Mais, d'après lui, les sensations, les phénomènes, sont complètement transformés par le sujet qui connaît, notre esprit, incapable de sortir de lui-même, ne retrouve dans les choses que ce qu'il y a mis, son empreinte, la forme, conférée au contenu ou matière sensible, complètement informe, par lui-même de la connaissance. D'où vient cette forme? D'une activité toute intérieure et d'origine mystée. À Eddington, Les Noix sentiers de la science. Herman, Paris, 1936, page 32. 2. Noé, il, 1, secte. 2. 4. 26 Logique dialectique. Rieuse, métaphysique, de notre esprit. Asson, réalisme empirique, Kant joint donc un idéalisme transcardéantal. Il révoque aussitôt la concession faite au réalisme, à l'existence du monde extérieur, pour se réfugier dans un plus esbli idéalibm. Dans ces doctrines, le conflit latent entre le matérialisme et l'idéalisme se résout au profit de l'idéalisme. Selon Kant, les vérités scientifiques, concernant les phénomènes, n'ont qu'une portée restreinte, celle de la connaissance humaine. Il existe un domaine de vérité absolue, éternelle, interdit à notre connaissance et que nous n'atteignons qu'indirectement par la croyance. Ces vérités, nouménales, constituent un univers idéal, spirituel, infiniment plus réel que le monde matériel, bien qu'inaccessible zéro à notre condition bornée, elles expliqueraient si notre pensée est autre et capable de les atteindre, le monde scène troible. De même Leibniz semble admettre le rôle des sens et de l'expérience, mais il affirme que l'entendement fait partie de notre conscience, et que cette connaissance, de soi, est une monade, qui n'a ni porte ni fenêtre, et dans laquelle on n'entre pas, comme dans un moule à chaîne. Monadologie. Donc notre entendement et notre conscience ne sont pas les reflets d'une nature et d'un monde extérieur. D'où viennent-ils ? Dieu seul est l'objet immédiat qui nous inspire et nos sensations et nos idées, répond Leibniz dans les Nouveaux Essais. On peut donc classer, sans crainte de se tromper, ces doctrines, qui peuvent paraître au premier abord assez confuses, dans le camp des idéalismes. Mais les philosophies peuvent être examinées sous d'autres angles que celui du problème doctrinal, idéalisme ou matérialisme. Du point de vue de l'histoire des idées, le doctrine idéaliste et matérialiste ne sont pas restées face à face, elles se sont pénétrées réciproquement, elles ont réagi l'une sur les autres dans une interaction perpétuelle, les unes critiquant les autres et s'efforçant de les compléter, les unes ayant raison dans leur critique des autres et réciproquement. En particulier, l'histoire des moyens de la connaissance, forme, instrument, méthode, doit attribuer un grand rôle aux doctrines idéalistes. Lorsqu'il s'agit de la portée et de la valeur de nos moyens de connaître, il faut distinguer les idéalistes objectifs qui admettent une certaine valeur de nos instruments de connaissance, et les idéalistes subjectifs selon qui toute notre connaissance naît. Importance de l'idéalisme objectif 27. Qu'une construction factice. À la limite, l'idéalisme subjectif,
celui de Berkeley, aboutirait au solipsisme, doctrine d'après laquelle le penseur existerait lui seul, et rien d'autre. Ce paradoxe, que personne n'a soutenu sérieusement, n'en serait pas moins la conclusion logique de cette métaphysique subjective, d'après laquelle la conscience est une monade, consciente seulement de soi. Et cependant, l'inventeur de la moade, Leibniz, lorsqu'il découvrit le calcul différentiel, et sut l'appliquer à des problèmes réels, avant de l'attribuer à Dieu, raisonna en idéaliste objectif. Plus nettement encore, Hegel admit qu'à l'origine du monde se trouve une existence mystérieuse, toute spirituelle, l'idée. Le monde réel se trouve ainsi être pour Hegel l'incarnation d'une idée éternelle, que l'esprit humain découvre et retrouve peu à peu, dont il prend par conséquent une conscience vraie. Les méthodes humaines de connaissance, pour Hegel, ont donc une portée objective. Son idéalisme est un idéalisme objectif. Lorsqu'il s'agit de ces questions précises, quelle est la portée exacte de nos moyens de connaître ? Quel est le rapport entre nos idées sur le monde et ce monde lui-même ? Notre pensée peut-elle connaître le J-Monde ? Pouvons-nous, dans nos idées et nos conceptions du monde, nous faire une image de réalité ? L'opposition entre le matérialisme et l'idéalisme cesse d'être absolue. Cette question fait partie de la théorie de la connaissance, et se pose huitième à propos des méthodes employées, 5 au cours des différentes étapes du développement de la pensée humaine dans l'histoire de la connaissance. Sur ce point déterminé, il y a accord entre les idéalistes objectifs/S et les matérialistes. Cette importance de l'idéalisme objectif. C'est assez dire qu'il ne peut être question, dans la théorie et l'histoire de la connaissance, de rejeter en bloc tous les systèmes idéalistes, parce que l'on classe les philosophies en 2 catégories, idéalisme et matérialisme, et que l'on affirme le matérialisme comme seul répondant aux exigences de la pensée scientifique. En fait, et bien au contraire, les systèmes idéalistes ont été souvent beaucoup plus riches, plus complexes et chargés de contenu vivant que les doctrines matérialistes. Les instruments les plus pénétrants de la connaissance ont été forgés par des idéalistes, au sein de doctrines idéalistes. 28 Logique dialectique. Précisément pour des raisons extérieures à leur pensée, inaperçues d'eux pour des raisons sociales, plusieurs grands penseurs ont interprété dans un sens idéaliste leur propre contribution à la science de la nature. Prenons un exemple précis. Descartes a perfectionné l'algèbre et inventé la géométrie analytique, il a découvert la loi de la réfraction, les réflexes physiologiques et une partie du mécanisme de la circulation sanguine. En tant que physiologiste et physicien, il croit à l'existence objective de la res extensa, de l'espace géométrique sur lequel portaient les nouveaux instruments mathématiques inventés par lui. Simultanément, il est le métaphysicien idéaliste qui définit l'existence par la pure pensée et la pure conscience de soi, cogito, ergo sum. Pour des motifs qui tenaient à toutes les croyances et à tous les préjugés et limitations de son époque, il conçoit sa propre pensée et sa propre existence imparfaite comme une sorte de participation à un Dieu parfait, infini, absolu. Voir Discours de la méthode, 4e partie, 5e méditation, etc. Son système métaphysique aboutit donc à des conclusions idéalistes, il juxtapose son idéalisme métaphysique et son matérialisme scientifique en un dualisme discutable, le corps et la pensée, la nature et l'esprit existent chacun de leur côté, distincts, chacun avec 5 lois propres. Parmi ses adversaires philosophiques, Descartes rencontra un matérialiste convaincu, Gassendi. Leur controverse est encore instructive, les critiques de Gassendi contre Descartes sont perspicaces, pleines de bon sens, et parfaitement fondées. Gassendi a raison contre Descartes. Et cependant la contribution de Descartes à la sienne est bien supérieure à ceux de Gassendi, et la richesse de sa pensée malgré ses contradictions, ou plutôt à cause d'elle bien plus grande. C'est précisément pourquoi l'histoire de la connaissance ne peut s'en tenir aux discussions abstraites des systèmes, à leur critique réciproque. Elle doit chercher, hors de l'histoire de la philosophie prise séparément, les bases, les fondements, les N2 points matériaux de ces systèmes. Elle doit être une histoire sociale des idées.
La contribution de l'idéaliste absolu égale au perfectionnement de nos instruments de connaissance et en particulier à l'élaboration de la logique fut, nous le verrons, importante entre toutes. Le matérialisme moderne. 8. Le matérialisme mot de mai. Autant l'histoire de la connaissance doit être nuancée et faire leur part à toutes les variétés, à tous les efforts de l'idéalisme, autant sur le plan philosophique, il importe de trandier la question. Le réalisme naïf, comme on dit souvent avec mépris, de homme normal, n'a pas à être renversé ou inversé par une doctrine paradoxale, qui voit précisément dans un tel renversement de la vie et de l'ordre réel, la condition de toute profondeur. Cet homme normal, qui n'a pas passé par un asile d'aliénés ou par une école de philosophes idéalistes, admet l'existence de la nature, du monde, des choses indépendamment de notre sensation, de notre conscience, de notre moi et de l'homme en général. La pratique crée en nous cette conviction qu'il existe autour de nous des objets et d'autres êtres humains et non de simples groupements de nos sensations. Le matérialisme met expressément à la base de sa théorie de la connaissance cette conviction naïve, pratique, de tout qu'est les êtres humains y compris les philosophes idéalistes. L'idéalisme métaphysique est incompatible avec les affirmations des sciences naturelles, par exemple de la géologie. Feuerbach, il y a plus d'un siècle, abandonna l'idéalisme parce que les sciences de la nature, au moins dans leur état actuel, nous conduisent fatalement à une époque où les conditions nécessaires à l'existence humaine faisaient encore défaut, où la nature et la terre n'étaient pas encore un objet d'observation pour elle et la compagnie, science humaine, où la nature était par conséquent un être étranger à l'humain, la matière organique, vivante et l'organisme humain sont les produits d'une longue évolution, La conception matérialiste de l'univers a fait, depuis un siècle et demi, des progrès qu'il impose à elle-même et même, à la conviction. La théorie de l'évolution aperçue par Lucrèce, par Diderot et Buffon, formulée par Lamarck, rendue scientifique par Darwin, approfondie depuis la découverte des mutations brusques, des chromosomes et des gènes est venue appuyer un très ancien professeur et ses sentiments. L'espèce humaine sort de la LLF. Les êtres organiques ne constituent pas une collection. 30. Logique dialectique. De type fixe, thèse fixiste d'origine théologique et métaphysique. Ces êtres se transforment soit à cause de l'action du milieu externe, Lamarck, soit dans la lutte pour la vie, à cause de la sélection au cours de cette lutte, Darwin, soit enfin sous l'influence de certaines modifications dans leur substance germinale, théorie génétique. De leur transformation, résultent des espèces nouvelles, que nous nommons plus différenciées, ou supérieures, parce qu'elles sont adaptées au milieu, lamarckisme, ou à la lutte et à l'action sur ce milieu, darwinisme, est toujours plus mobile, plus active, plus consciente. Nous ne nous étonnons pas de voir grandir et croître en force et en conscience un enfant, c'est un fait naturel, la pensée, la conscience claire, la raison perfectionnée par la vie sociale apparaissent en lui dès que son organisme et son cerveau sont assez développés d'eux-mêmes, la croissance de l'espèce humaine tout entière peut et doit être considérée comme un processus naturel, à deux aspects, l'un biologique et l'autre social. Un organisme n'est pas un tout mystérieux, mais un ensemble de cellules dont la biologie peut étudier la naissance, les propriétés, les interactions. Dans la nature inorganique apparaissent des forces qui ne sont pas des fluides mystérieux, c'est Madame le, phlogistique, ou, calorique, des premiers chimistes, mais des manifestations de l'énergie, des formes différentes du mouvement universel, qui se transforment l'une en l'autre suivant certains rapports quantitatifs. Grâce à ces découvertes, nous sommes en mesure de montrer dans les grandes lignes non seulement les rapports existants entre les phénomènes de nature dans les différents domaines, mais encore les rapports entre ces domaines et de présenter ainsi un tableau général des rapports de la nature sous une forme à peu près systématique au moyen de faits fournis par les sciences naturelles expérimentales. C'était autrefois la tâche de ce qu'on appelait la philosophie de la nature. Elle ne pouvait le faire qu'en remplaçant les rapports réels et néo-rus inconnus. Par des rapports purement fictifs et fantastiques, en complétant les faits manquants par des idées, en comblant les lacunes par la simple imagination.
Elle a eu ainsi maintes idées géniales, mais elle a dit pas mal de bêtises. Un Angèle, Ludwig Feuerbach, page 36. Ed. Société, 19-16. Le matérialisme moderne 31. J'ai tableau de la nature qui remplace les anciennes tentatives métaphysiques, ne peut être que matérialiste. Mais, dira Théoge, commencez par prouver la fausseté de l'idéalisme. Démontrez votre matérialisme. Logiquement, il est impossible de prouver une fausseté. Jamais l'on ne démontrera que un idéalisme est une erreur. Il sera toujours possible à un idéaliste pour des raisons intimes, qui sont en réalité des raisons sociales et de simplesse préjugés, car, suivant un mot admirable de Hegel, le plus interne est souvent aussi le plus externe, d'affirmer qu'il a raison, que sa conscience lui parle et lui dicte la vérité. Il sera même toujours possible à un être conscient d'affirmer qu'il est seul au monde, solipsisme, et que les autres êtres ne sont qu'un mauvais rêve. Jamais on n'a démontré que Jupiter et Vénus n'existent pas. Et même, ils continuent à exister, esthétiquement, dans la langue symbolique et affective de la poésie, du théâtre, de la peinture et de la sculpture. Cependant l'existence réelle des dieux est devenue impensable. Des objets qui servaient aux rites les plus secrets d'antiques religions, comme la balle et le cercle magique, cerceau, persistent chez nous comme jeux d'enfants. Les poupées servirent d'abord aux pratiques, terrifiantes, de l'envoûtement, ont percé le cœur d'une poupée façonnée à l'image d'un homme pour le tuer magiquement. Le jeu de loi, bien connu, a une origine métaphysique orientale et décrit les tribulations de l'âme sur le chemin de la vie, obligée de traverser toutes sortes d'épreuves, et même de mourir pour recommencer sa vie, métempsychose, retour éternel et renaissance, avant d'arriver à l'apaisement final dans le sein du nirvana, le néant divin. De même les cartes furent, et restent dans les mains des cartomanciennes, des objets sacrés. Rien ne disparaît dans l'esprit humain, mais tout se transforme et prend un sens nouveau. Un jour viendra où l'idéalisme métaphysique, devenu impensable, cessera d'être pris au sérieux, de torturer les consciences, et entrera dans des badinages, dans des contes littéraires, dans des jeux d'esprit, et n'aura plus que ce sens. Esprit, ne sera plus que de l'esprit. Pour le moment, l'admission du monde extérieur, de l'existence des objets en 32 logique dialectique. Dehors de notre conscience et indépendamment d'elle, est le postulat fondamental du matérialisme, c'est-à-dire que le matérialisme part des postulats. Il ne se prouve que par sa cohérence interne et par son contenu, par ses conséquences pratiques, par son accord avec la pratique et avec les résultats des sciences, ce qui suffit largement comme ensemble de preuves. Elle ne se démontre pas formellement, comme un théorème. À partir de quelles hypothèses se démontrerait-il ? D'ailleurs, la discussion sur la réalité ou l'irréalité de la pensée, isolée de la pratique, est purement scolastique. 9. Matérialisme métaphysique et matérialisme modemé. Mais, objectera Théon, le matérialisme, lui-même, est une métaphysique, non de l'esprit ou de l'idée, mais de la matière. Il admet une réalité absolue, il accepte l'impensable, l'inconnaissable, une chose en soi, la matière située hors de la conscience et de l'expérience et même de la connaissance. Comme les métaphysiciens et les mystiques, les matérialistes sautent dans l'inconnu, en admettant qu'il y a quelque chose sur l'autre rive, au-delà des limites du connu, reconnaissant nos sensations comme la seule source de nos connaissances. Ils ne s'en tiennent pas à des sensations effectivement éprouvées, aux phénomènes. Ils admettent la chose en soi, expression kantienne désignant la réalité absolue, doublant ainsi le Walde des phénomènes par un monde absolument réel et vrai. Cette critique atteint un matérialisme aujourd'hui dépassé, l'atomisme, le mécanisme. L'atomisme d'Épicure et de Lucrèce considère certaines propriétés simples des objets matériels, la dureté, l'élasticité, et les porte à l'absolu en définissant par leurs moyens une matière éternelle. D'après eux, le monde se forme par l'agglomération instable de petits corps, les atomes, qui sont les éléments derniers, irréductibles, simples, de l'univers matériel. Lorsque le matérialisme affirme avec Carl Vogt que la pensée est au cerveau dans le même rapport que la bile au
Un lieutenant NINE, Matérialisme et empiriocriticisme, siècle 1, 1928, page 59, ES, 1946, page 59. 2. Karl Marx, Thèse sur Feuerbach, Dan Engel, Ludwig Feuer BNCB, page 51, Lee, Des AOC, 1946. Matérialisme métaphysique et matérialisme moderne 33. Foi. Ou bien, avec certaines écoles de psychologie, que la conscience est un épiphénomène, sans efficacité, et que nous sommes des automates consci MTS, Huxley, ce matérialisme nie une part de la réalité, la conscience et son histoire biologique et sociale, il porte à l'absolu un fait physiologique, la sécrétion, le réflexe. Le matérialisme métaphysique s'engage dans des contradictions. Pour expliquer comment les atomes inertes peuvent entrer en mouvement et s'accrocher les uns aux autres, les atomistes de l'Antiquité se virent obligés de compliquer l'hypothèse en attribuant aux atomes des formes variées, et de leur prêter une force mystérieuse qui puisse les dévier des trajets verticaux et parallèles dans lesquels les entraînerait la seule pesanteur. Théorie du clinamen. L'école du matérialisme, épiphénoméniste, en vient à affirmer que, sans la conscience, les êtres humains de par leurs seuls réflexes et comportements automatiques continueraient à accomplir les mêmes actions, et que même sans conscience, automatiquement, Descartes aurait écrit « Je pense, donc je suis un ». À ces grossières subtilités répondent les subtilités également grossières de l'idéalisme. Bergson cherche à prouver, début de Matière et Mémoire, que le monde n'est qu'un ensemble des images et que le cerveau lui-même n'est qu'une image, il est vrai, privilégiée. Soutenir que le cerveau est la condition de la pensée, dit Bergson 2, ce serait donc soutenir que la partie est le tout. Comme si, lorsqu'un traumatisme atteint gravement ou détruit le cerveau d'un homme, c'était seulement une petite partie de ces images qui disparaissent. L'idéalisme contemporain, notamment avec Bergson, s'obstine à répliquer au matérialisme qu'au nous ne sommes assurés immédiatement que de l'idée, que ce soit l'idée de la pensée ou l'idée des choses corporelles. Mal l'idée des choses corporelles ne peut d'elle-même atteindre un objet qui s'il existe, est au-delà d'elle, et dont par conséquent l'existence est un problème. Cette métaphysique idéaliste mère répond à une affirmation. Un Godferno, Revue philosophique, 1904. 2. Énergie spirituelle. À propos du parallélisme psychophysique, pages 202 à 223. 3. Deleuze, La philosophie française, page 35. Logique dialectique. Et à une expérience du caractère subjectif de la conscience, conçu comme un « moi » enfermé en lui-même, or nous avons montré que ce « moi » n'est autre que le « moi » de l'intellectuel séparé de la vie pratique, effectivement enfermé en lui-même. L'idéalisme porte à l'absolu une petite expérience humaine fort suspecte, la conscience purement subjective. Le materia fume vulgaire repoffice national du croire en niant le « moi », la conscience, un acétéivité humaine, en portant à l'absolu des constatations de détache, réflexeuses, par exemple, il sort de ce cercle vicieux de la conscience, mais pour renoncer à la conscience, qui, selon lui, reste un cercle vicieux. Pour ces raisons, ce matérialisme reste brutalement mécaniste, il n'applique au processus de la nature chimique et organique que les méthodes d'exploration et d'explication purement mécaniques. Il ne considère donc que les propriétés les PLS élémentaires donc, en un sens, les plus abstraites de la nature matérielle. Il néglige la variété innombrable des formes de énergie et de la puissance créatrice dans la nature. Et de plus il laisse de côté tous les processus historiques, l'histoire humaine et même l'histoire de la nature dans ce qu'elle a de complexe et d'évolutif. Par là, l'idéalisme a gardé jusqu'à une époque toute récente une sorte de monopole de fait en ce qui concerne la théorie de la pensée et la connaissance de la société, seul il en abordait à sa manière les problèmes, négligés ou traités superficiellement par le matérialisme mécaniste. La pensée oscillait sans fin entre ces deux variétés de
La métaphysique, l'idéalisme et le mécanisme, découragés par leurs paradoxes et leurs contradictions, allant d'un suicide par la négation mécaniste de soi à un autre suicide par la négation idéaliste des monde, STTNS raison de se fixer, tantôt séduite par l'enchantement idéaliste, tantôt attirée par le réalisme matérialiste. Le matérialisme moderne dépasse résolument ces contrôles inversés terces stériles, parce qu'il les définit comme une opposition à l'intérieur de la métaphysique et qu'il dépasse résolument le problème métaphysique. L'unique propriété assignable, philosophiquement est le don. La théorie de la connaissance, à la matière, et dont l'admission définit le matérialisme moderne, est d'exister hors de notre conscience, sans nous, avant nous quelle que soit cette existence. 1. Système fermé de la nature, qui prétendrait tout. Matérialisme métaphysique et matérialisme moderne 35. Embrasser et tout définir, notamment la matière, est incompatible avec cette loi. La connaissance humaine progresse de l'ignorance à la science. Un tel système prétendant clore le savoir, arrête le travail de la science. Or, la T2. Science de la nature et seule découvre peu à peu ce qu'est cette existence matérielle, cette réalité objective, et la découvre progressivement, certaines découvertes inaugurant des périodes nouvelles du savoir et nous obligeant à reviser toutes nos idées reçues. Quelles que soient les transformations de la science de la nature, reste qu'elle connaît une nature. Chaque époque doit s'efforcer d'organiser, de systématiser en une synthèse, l'ensemble des connaissances sur la nature. Mais aucune de ces synthèses ne peut se prétendre définitive. En particulier, ce matérialisme moderne constate l'existant que réel, effective, et fixe de la conscience et de la pensée. Seulement, il nie que cette réalité puisse se définir isolément et se détacher de l'histoire humaine, sociale, de l'organisme humain, et de la nature. L'esprit, si l'on veut employer ce terme, est distinct de la nature, mais lié avec elle. Et c'est là un fait. Les produits de la fantaisie sont encore ceux de la nature, car la puissance de l'imagination, comme les autres forces de l'homme, est, elle aussi, une force de la 111 nature. L'homme est cependant un être différent du soleil, de la lune, des étoiles, des pierres, des animaux et des plats, et l'elt, différent en un mot de tout ce qui existe et à quoi il applique le terme générique de nature. Les images que se fait l'homme du soleil, de la lune, etc., sont donc des produits de la nature mais qui diffèrent de ce qu'ils représentent. Et Feuerbach précise, mon air gustatif est, comme le sel, le produit de la nature, il ne s'ensuit pas que le goûter du sel soit une propriété du sel. L'homme est un produit de la nature mais la nature dans la tête et le cœur de l'homme diffère de la nature hors de sa tête et de son cœur. En d'autres termes, il n'y a pas identité entre les sensations et représentations humaines et les êtres de la nature qu'elles représentent, mais une correspondance de faits que la science doit expérimenter, approfondir, critiquer. Lorsque un Feuerbach, œuvre 7, page 516. 36 Logique, dialectique. Eddington écrit que aucune des images qui constituent notre perception sensorielle n'est applicable au monde physique, et que par conséquent l'expérience est un code chiffré dont. À son avis le chiffre est idéaliste, il conclut à l'idéalisme à partir d'une vue sommaire du matérialisme, à partir d'une conception vulgaire et bornée du matérialisme. Le matérialiste cohérent n'affirme pas que les objets sont tels que nous les percevons, et que nos représentations immédiates, banales, coïncident avec le réel, mais il pense qu'elles lui correspondent suivant une loi, qui se propose à notre recherche. Essayant de fonder une nuance subtile de l'idéalisme, M. Brunschweiger a écrit: je crois toucher et voir ce qui m'entoure, en réalité la maison dont je dis qu'elle est devant moi ne se présente pas à moi d'une façon différente que ne fait à ce même instant le lac que je me souviens d'avoir traversé l'année dernière, je ne saisis pas directement le monde. Parce que je ne puis sortir de moi sans cesser d'être moi, le monde qui est connu est en moi d'eux. Et plus loin, si nous pouvions supposer que brusquement nos sens s'ouvrent pour le recevoir, ce monde nous apparaîtrait comme un chaos 3.
Le monde, pour M. Brunswg, est, en effet infiniment multiple, changeant, contradictoire, et ce STL, esprit, qui par analyse et synthèse organise ce chaos et crée, en notre esprit et par notre esprit, page 59, un ordre, des objets et un tout. À quoi nous répondrons est d'abord que ce travail d'organisation est d'abord un travail pratique. Le monde humain organisé, celui de la perception, des objets déterminés, est le produit du travail et non le produit de l'esprit. Allons plus loin. Faisons sa part à l'idéalisme. Acceptons le tout entier. Oui, il faut accorder à Berkeley qu'il est contradictoire d'attribuer l'existence objective à nos sensations, au gouffre du sel et à la couleur bleue. Oui, il faut accorder à Kant et à M. Brunswg que le monde, donné, les phénomènes, sont une poussière multiple, changeante, contradictoire de sensations. Mais de cette présupposition, il faut tirer la conclusion. 1 ouvre. Conférence internationale du travail. Page 21. 2 Introduction à la vie de l'esprit, page 5. 3 Idem, page 50. Matérialisme métaphysique et matérialisme, / inversé de Moderne 37. Exactement inverse. Il faut renverser le raisonnement yaalite parce qu'il renverse le processus réel de la connaissance. Dès que je regarde une étoile, je sais qu'elle n'est pas un petit point brillant perdu à quelques centaines de mètres dans le bleu sombre du ciel. Et, certes, il a fallu des siècles de recherche pour découvrir que les étoiles sont des mondes, d'immenses sphères ardentes en mouvement, entourées peut-être de planètes comme notre Soleil, et qui naissent, vivent et meurent. Les étoiles ont été comparées ou identifiées à des clous d'or sur une sphère de cristal, à des êtres angéliques ou divins mais toujours à autre chose qu'à un point minuscule brillant dans le vide. Je sais que le sel n'est pas le goûter du sel, qu'il est autre chose, sans autre chose, et que, cependant, il est d'abord cela pour moi. La sensation est une contradiction incessante, elle est et elle n'est pas. Mon île me fait voir briser le bâton plongé dans l'eau, et ma main qui le suit me prouve qu'il n'est pas brisé. Sensoriellement, la pièce de monnaie que je regarde n'est jamais ronde, mais une ellipse toujours variable, ou un rectangle. Un objet quelconque est le même, et cependant jamais le même, petit ou grand, suivant qu'il s'éloigne ou se rapproche, et riche d'aspects divers. La chose cachée, sensoriellement, disparaît et cesse d'être, sa réapparition est une résurrection, et l'enfant dans ses jeux, cache-cache, etc., retrouve quelque chose de la surprise et des rites magiques du primitif devant la résurrection du soleil. Dès l'Antiquité, le scepticisme se fondait sur ces contradictions, par exemple sur l'illusion du bâton brisé, et critiquait nos souris comme incapables d'atteindre la vérité. 2.7. Elle a résolu la contradiction entre l'île et le toucher. L'action pratique et la connaissance dépassent, résolvent les contradictions sensorielles en pénétrant plus avant, par leurs moyens, dans les objets en les dépapsant. 2S contradiction, il ne faut donc pas conclure que le monde n'existe pas ou qu'il n'est qu'une création de notre esprit, mais bien que la pratique et la connaissance sont nécessaires pour pénétrer dans les profondeurs réelles de la nature parce que nous allons de l'ignorance à la science. L'être est d'ailleurs une question ouverte à partir du point où notre vue s'arrête. 1 Angèle, Anti-Düring, t. 1, page 47. Ed. Coste, 1931. 38 Logique dialectique. Et l'on peut dire que la matière, comme catégorie philosophique, non dans l'usage courant et banal de ce mot, désigne simplement la réalité objective donnée. À ce titre, cette notion ne peut devenir périmée. Le mot « nature » désigne la même réalité, mais ce mot a été employé métaphysiquement, dans un N parfois ambigu, Spinoza, Deus sive natura, la nature, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi les mots « matière » et « matérialisme », malgré leur sens mécaniste périmé aujourd'hui sont préférables, à condition de les prendre dans un sens renouvelé. Le matérialisme moderne restitue ainsi à la pensée matérialiste la variété, la richesse, la poésie qu'elle avait perdue depuis l'Antiquité, depuis Lucrèce,
chez qui la poésie se trouvait déjà difficilement unie à un mécanisme atomistique déjà froid et desséché. Le matérialisme moderne nous rend la nature, ou plutôt nous la donne, dans son immensité, sa puissance destructive et créatrice, et sa fécondité en forme et en être, et cela non comme une existence mystique et sacrée qu'il faudrait humblement adorer, panthéisme, mais comme, une réalité qui est notre bien humain, que nous possédons, en tant qu'espèce humaine sortie de son yin, par le pouvoir du travail et de la connaissance. Résumons cette première esquisse d'une théorie de la connaissance. A. La connaissance suppose un objet réel extérieur, la nature ou matière pénétrée progressivement au cours de l'histoire de la pratique de la science et de la philosophie par le sujet humain actif, dont les représentations, images et idées correspondent à objet de façon de plus en plus exacte. B. L'être H1,1 main est un sujet-objet, il pense, il est un sujet, mais sa conscience ne se sépare pas d'une existence objective, son organisme, son activité vitale et pratique. Il agit, comme tel, et il est objet pour d'autres sujets agissants, c'est, le sujet et l'objet, pensée et la matière, l'esprit et la nature, sont à fois distillés 11 centres de transfusion sanguine et liés en interaction, en lutte incessante dans leur unité elle-même. D. Pour le matérialisme moderne, l'idéalisme se définit et se critique par son unilatéralité. Mais les matérialistes ne doivent pas laisser simplifier les vérités premières du matérialisme, les laisser retomber au niveau du matérialisme vulgaire, par oubli des résultats précieux obtenus par les idéalistes dans Matérialisme et positivisme 39. L'histoire de la connaissance est spécialement en logique. Au contraire, le matérialisme, elle doit donner tout leur sens et toute leur valeur aux instruments de la connaissance forgés par les grands idéalistes. 10. Matérialisme et positivisme. Certains philosophes ont posé d'une manière à la fois historique et sociale le problème de la connaissance, tout en rejetant la métaphysique. Notamment Auguste Comte. Il a formulé dans son cours de philosophie positive la célèbre loi dite des trois états. L'esprit humain Seln Comte a traversé d'abord une étape théologique, dans laquelle il attribue les phénomènes à des causes surnaturelles, c'est-à-dire à l'action de puissances arbitraires analogues à la personnalité humaine, esprit plus ou moins fantaisiste et conscient, favorable dollar ou cruel. Ensuite, serait venue la période métaphysique, qui explique les faits de la nature par des abstraction, par des qualités occultes telles que la pierrerie et, de la pierre, la vertu dormitive, de l'opium, l'horreur de la nature épée hors le vide, la qualité gravifique des corps pesants etc. Enfin, dans l'âge positif ou scientifique auquel nous sommes parvenus, l'esprit renonce à combattre les causes, étude le comment et non le pourquoi des phénomènes, et se contente de découvrir les relations constantes et régulières entre ces phénomènes, leurs lois. Nous aurons à critiquer plus tard sous d'autres aspects le positivisme qui se présente comme une philosophie complète L2.E la science. Pour le moment, nous formulerons seulement quelques remarques. A. La loi des trois états se donne pour une loi de l'esprit, pour une sorte de fatalité que son auteur n'explique pas, ce serait contraire à esprit, de son système d'en rechercher le pourquoi, l'explication. Il ne la relie pas. D. Une manière satisfaisante à l'activité humaine, aux rapports les plus simples et les plus fondamentaux de l'homme avec elle. Nature. 7. Loi, reste en l'air, c'est une loi métaphysique et idéaliste. S'il y a eu modification dans la manière humaine de considérer la nature, elle a été acquise, elle s'est justifiée par ses résultats pratiques, elle s'est fondée sur la sienne et sur la puissance effective de l'homme sur la nature. Faible devant cette nature, le primitif a, en neuflette, colle et l'aile. 40. Logique dialectique. Dit Comte, inventer des explications fantaisistes et imaginatives des phénomènes, ces explications ont disparu, parce que la nature ne nous paraît plus ou nous paraît moins écrasante et hostile. B. Plus on étudie la pensée primitive, plus l'on constate qu'elle enveloppe certains germes d'une pensée rationnelle, et même en un sens elle contient des éléments supérieurs à la pensée des époques suivantes.
Les sociologues et ethnographes, depuis Comte, et en partie inspirés par lui, affirment que tous les primitifs ont l'impression d'une puissance obscure, omniprésente, qu'ils considèrent religieusement, le mana. Sans entrer dans l'examen détaillé de la question, remarquons que cette image enveloppe un sentiment direct et profond de la nature, de son unité. Lorsque la pensée devient plus différenciée et aussi plus abstraite, plus analytique, ce sentiment spontané se perd. Il ne subsiste que dans l'art et c'est pourquoi la poésie, et même les arts en général se retournent obstinément vers le primitif, ou vers l'enfance qui chez nous correspond en un sens à la vie primitive. La conscience primitive comporte donc des hauts éléments valables, que, précisément aujourd'hui, nous retrouvons, mais dépassés, épurés de leurs interprétations mystiques, élevés à un niveau supérieur. C'est, de même, l'époque dite par Comte, métaphysique, l'époque de l'abstraction, fut aussi celle où furent inventés les instruments de la pensée, et notamment la logique, d'Aristote à Hegel, et ne peut être condamnée en bloc. Notre époque est loin d'être exclusivement scientifique. LX2. Est pénétré d'éléments de pensée théologique et métaphysique et il ne peut s'agir comme dit l'école sociologique de simple survivance. Ces prétendues survivances doivent garder un sens, donc un rapport avec la vie réelle. Elles se manifestent non seulement dans la vie quotidienne, mais dans les sciences ou prétendues sciences. Lorsque pendant des années, et encore très récemment, les économistes se sont y interrogés sur le rôle de l'or dans l'économie politique, on réunit inutilement des congrès et des commissions internationales pour régler les questions relatives à la distribution de l'or dans le monde. L'or apparaissait comme une chose dotée d'un pouvoir sur les hommes. Cette chose, ce produit humain, échappe au contrôle et à la raison humaine. Les hommes modernes et les économistes prennent un LTVIBRVBL, moral et un clanquin du MLUA, page 273. Matérialisme et positivisme 41. Envers l'or l'attitude du primitif envers un fétiche. Il lui attribue une puissance indépendante des eux, et ce fétiche qui n'est que leur œuvre, règne en effet sur eux et acquiert cette puissance. En d'autres termes, dans tout secteur non dominé, par exemple dans l'économie, l'attitude théologique ou métaphysique subsiste, en particulier dans le secteur social où l'homme ne domine pas encore ses propres œuvres. Le devenir de la science est un devenir social. La science mathématique est née en Égypte, en Ionie, en Grèce avant même le début de l'ère métaphysique et cela pour des raisons précises que nous retrouverons. La loi des trois états représente donc une tentative intercroissante pour poser en termes historiques et sociaux le problème de la connaissance, mais ce n'est qu'une première tentative, très insuffisante. Dans sa brièveté, d'ailleurs inféconde, la loi de Comte ne peut remplacer une histoire précise de la connaissance, dans les différents peuplés et dans les cultures diverses qui se sont succédées. La science du Moyen Âge admettait l'horreur de la nature pour le vide expliquant ainsi à sa manière le fait déjà connu que les liquides montent par aspiration dans les tuyaux et cela pour des motifs théologiques, le vide semblait indigne de la puissance divine. À un certain moment, dans les conditions de la civilisation urbaine la plus perfectionnée du temps, les fontainiers de Florence se sont trouvés devant un problème pratique, pomper l'eau à une assez grande hauteur. Ils constatèrent que l'eau dans les corps de pompe ne dépassait jamais un certain niveau, au-dessus, le vide. Ce fait entrait en contradiction avec le principe admis, et cette contradiction, qu'il fallait résoudre, stimula les réflexions de Torricelli. Découverte de la pression atmosphérique et du baromètre. Cet exemple simple montre que des données pratiques, sociales, expérimentales, exercent une activité proprement intellectuelle le même conditionnée historiquement. Cette activité individuelle est une réflexion de forme déterminée, donc méthodique et logique. Lorsque Kepler commença son étude des mouvements planétaires, il imaginait que chaque planète était dirigée par un ange, Angelus Rector. Après lui, la figure décrite sous cette direction angélique devait être aussi belle et simple que possible. Il essaya donc à bord de situer les positions observées sur des cercles, et il échoua. Puis, il essaya l'ellipse, il réussit, barre oblique. 42 Logique dialectique.
et il y eut dans cette réussite une part de chance. Dans l'histoire de la compétence TES, exemples pourraient s'en multiplier. L'attitude théologique, bien qu'en contradiction avec l'attitude scientifique, n'empêche pas toujours les découvertes, du moins à z échelle de l'individu. Socialement, il en va tout autrement. Car il y a dans toute découverte, en même temps qu'un processus de recherche intellectuelle et logique, une part d'imagination et de fantaisie individuelle, une part de génie individuel, qui a pu parfois se trouver stimulée par les thèmes ou problèmes théologiques ou métaphysiques, J. Le positivisme de Combe simplifie donc exagérément l'histoire complexe, accidentée, multiforme, de la connaissance. En particulier, il sous-estime l'importance de l'instrument, de la méthode intellectuelle forgée par les métaphysiciens, de la logique. 11. Théorie de la connaissance et sociologie. L'école sociologique contemporaine a voulu serrer de plus près la question. Elle découvre dans la vie sociale l'origine des notions scientifiques, homme le type, de genre et d'espèce, de cause et de loi. Le temps dont parle la science, ce serait le temps social. Ce n'est pas mon temps qui est ainsi organisé, c'est le temps tel qu'il est objectivement pensé par tous les hommes d'une même civilisation. La logique, lieu commun des intelligences, et l'objectivité de la science, la recherche de la vérité indépendamment des sentiments, désigneraient, de préférence du chercheur, seraient des faits sociaux. C'est sous la forme de la pensée collective que la pensée irrationnelle s'est révélée à l'humanité. À cette théorie, nous ferons les objections suivantes. A. En étendant à l'ensemble des consciences subjectives réunies dans une société le problème de l'objectivité, on ne gagne rien. Si les consciences sont enfermées en elles-mêmes, si la conscience ou pensée sociale est enfermée en elle-même. Induerkbeim, forme élémentaire de la vie religieuse, page H. 2. Idem, page 623. Théorie de la connaissance et sociologie 43. L. Impersonnalité, ainsi expliqué se disjoint de l'objectivité. L'objectivité doit être définie par la correspondance des idées du sujet avec l'objet, et rattachée à la pratique. On ne gagne rien en transformant en un sujet collectif le sujet individuel. B. 0 rue. Précisément, l'école sociologique tend à se représenter abstraitement la vie sociale, hors de tout lien avec une pratique sociale déterminée, avec une structure sociale concrète et une organisation précise des rapports des hommes en société les uns avec les autres ou avec la nature. Les sociologues en question parlent couramment des âmes collectives, des êtres social, de représentation collective. Ils parviennent à ces notions par l'analyse de la société en général, c'est-à-dire par la notion abstraite de la société. Les consciences individuelles, affirme Durkheim, sont associées, combinées, et ainsi, en se pénétrant, en se fusionnant, les âmes individuelles donnent naissance à un être. Cet être social n'est qu'une abstraction, une définition vague de toute société, portée à l'absolu par une opération de métaphysique idéaliste. On néglige les sociétés réelles et leur étude concrète JT définir métaphysiquement la société en général, puis à l'aide de cette abstraction on prétend expliquer les sociétés réelles. Et le métaphysicien idéaliste part des pommes, des pois les des cerises pour créer l'idée abstraite du fruit, puis il prétend expliquer les fruits réels par l'idée du fruit, en soi, par elle, essence éternelle, du fruit, elle, archétype, du fruit, Platon. L'histoire de la connaissance ne peut être rattachée à l'histoire, il traite de elle, être social, mais à l'histoire concrète de la pratique sociale. Les trois caractères que nous avons attribués à la connaissance, caractère pratique, social, historique, forment un tout indissoluble. C'est, la pensée logique et scientifique est objective, correspond à son objet, ou n'est rien. De même, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'impose avec une nécessité rationnelle à tout homme capable de la concevoir, ou elle n'est rien. Or, du point de vue de la conscience collective, les sociétés ne peuvent être originales qu'en étant différentes jusqu'à l'incommensurabilité, comme des individualités accomplies. Le sociologisme ne peut fonder un progrès vers l'objectivité et universalité et encore moins l'universalité déterminée. Un Hergile de la méthode océologique U6. Logique dialectique.
On comprend au 9 comment, du point de vue de la pratique sociale, la société reste toujours ouverte vers la nature. Les sociétés originales peuvent être comparées sous un aspect, le degré de puissance qu'elles atteignent sur la nature. Or, l'objectivité ne peut se séparer de cette puissance. Elles réagissent sans cesse l'une sur l'autre, la connaissance objective permet le pouvoir sur la nature, et je pouvoir atteint permet d'étendre l'exploration et la connaissance. À un certain degré de développement et de puissance acquise sur la nature, la société humaine a cessé d'être au niveau de la nature. Elle a émergé au-dessus de la nature, ça n'a cessé de lui être lié. Elle a dépassé la vie et la communauté tutelle du primitif et du barbare, la civilisation ainsi atteinte s'est trouvée à la fois moins naturelle, comme le disait J. Rousseau, et cependant plus humaine. À ce moment, les instruments de la connaissance atteignirent un degré supérieur d'objectivité. Ce fut à l'époque grecque, le miracle grec / inversé, créatrice de la mathématique, certaines sciences de la nature, et de la logique formelle, comme instrument universel de la connaissance, la science grecque, limitée, n'en fut pas moins la première science. L'homme instinctif ne se dégage pas de la nature. L'homme passé à un degré supérieur de conscience s'en dégage, et les catégories de sa pensée à cette étape sont de 8 moments d'importance capitale dans l'histoire de la connaissance qui ont dominé l'univers. D'après ce qui précède, le développement homme a un double aspect, qualitatif, création de culture et de civilisation originale, divers et quantitatif, progrès dans la puissance sur la nature, dans l'objectivité de la pensée, dans la précision et la vérité des FQRMES de la connaissance. Les conditions du miracle grec furent multiples, intensité des échanges matériels et intellectuels, vie urbaine et commerciale déjà développée, langue admirable dès le début par sa précision et sa souplesse, existence d'hommes libres se consacrant en partie tout au moins à leur épanouissement individuel, physique et philosophique, etc. Ces conditions historiques et sociales ne sont pas simples. Les Grecs, s'ils inventèrent la vérité logique et mathématique, n'en étaient pas loin les plus grands menteurs de l'Antiquité. Le type poétique d'Ulysse, dans les poèmes homériques, le montre. Et s'ils eurent le sens de la forain, de la beauté harmonieuse et de la précision, ils eurent aussi le sens du tragique. L'étude de l'esprit grec doit tenir. Philosophie, culture, théorie de la connaissance 45. Compte de ces éléments divers, originaux et contradictoires. Ce qui importe ici, c'est qu'un degré nouveau du développement humain fut atteint par eux, et qu'il y eut sur le plan de la science, avec l'invention de la logique et de la mathématique, une brusque rupture avec ce qui précédait, une discontinuité, un ordre nouveau de préoccupations intellectuelles. Il semble que notre époque soit comparable, plus certains aspects, à l'époque grecque. En cheminant à travers d'innombrables difficultés, en résolvant des contradictions multiformes, la pensée moderne s'élève à un degré nouveau, entre dans un nouvel ensemble de préoccupations, de questions et de connaissances. Au jour hectomètre, le problème n'est plus seulement à dominer la nature, mais de dominer rationnellement et d'organiser les produits de l'activité humaine, la vie économique et sociale, la propre nature de l'homme. Ce problème nouveau, et qui d'ailleurs n'est pas une invention de que / inversé qu'est individu, mais s'impose dans la vie réelle et dans la pratique, est aussi vaste que le problème résolu par le génie grec, et aussi important pour le développement humain ultérieur. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de perfectionner et d'assouplir les formes, les instruments de la pensée. Les Grecs inventèrent une logique, notre époque, depuis Hegel, détermine progressivement une méthodologie et une logique nouvelle, fondée non seulement sur l'ensemble des résultats des sciences de la nature, mais aussi sur l'étude des faits et des questions historiques et sociales. 12 Philosophie, culture et théorie de la connaissance.
À propos de l'idéalisme métaphysique, nous avons mis en évidence le rôle de la division des activités humaines, division du travail, séparation du travail intellectuel et du travail matériel, avec ses conséquences, séparation de la théorie et de la pratique, de l'âme et du corps, de la pensée et de l'objet. Cette division eut un aspect positif, et permit le développement des techniques spécialisées, les sciences, d'abord confondues, et chez les Grecs encore, avenue la spéculation métaphysique, se sont progressivement séparées de la philosophie et différenciées, la géome infui avec Euclide IX, la physique avec Torricelli, Galilée, Descartes, la chimie avec Lavoisier, la 46 logique dialectique. Physiologie avec Claude Bernard, etc. Cette séparation, cette spécialisation, furent des conditions de leur progrès. Ainsi seulement, elles ont atteint l'indépendance envers les préjugés et les hypothèses hasardeuses de la métaphysique, elles ont établi solidement leur méthode de recherche et de vérification et sont devenues des sciences positives. Mais cette séparation eut également un côté négatif. Le spécialiste creuse une science et même souvent une partie infime d'une science, la chimie des colorants ou l'étude de telle famille de fonctions. Il ignore le reste de sa science et le reste des sciences. L'activité analytique et la division parcellaire du travail émiettent la science et la société elle-même en une poussière, en juxtaposition informe de résultats. On attribue souvent à la culture générale et à philosophie la mission de compenser cette situation déficiente. Mais en fait une culture générale abstraite, extérieure par rapport aux sciences ou encore fondée presque exclusivement sur l'étude des langues mortes, le latin et le grec et sur une métaphysique idéaliste, se surajoute aux sciences dispersées sans donner une véritable conception d'ensemble. La métaphysique se veut au-dessus des sciences, transcendante, à un autre étage de la pensée, suivant une métaphore de Lachelier. Elle prétend atteindre un monde intelligible, au-delà du sensible, Platon, des causes premières, au-delà de toutes les causes, secondes, Aristote. À l'époque moderne, Bergson veut fonder la philosophie sur une faculté supérieure à l'intelligence scientifique, intuition. Comment cette métaphysique organiserait-elle véritablement le corpus scientiarum, l'ensemble des sciences, la vision unifiée de l'univers fondée sur les éoncuettes de la pensée scientifique? La métaphysique idéaliste, qui reflète inconsciemment les conditions humaines réelles, pratiques, dans lesquelles vit le philosophe, est, elle-même, profondément divisée. Les systèmes s'opposent et discutent sans fin, et apparaissent comme des œuvres d'art, incarnations du génie personnel du philosophe. La philosophie métaphysique distingue et sépare le problème théorique, celui de la connaissance et des jugements de réalité, et le problème pratique, celui de la conduite humaine et des jugements de valeur. Chez un Kant, ces problèmes sont expressément posés l'un en dehors de l'autre, sur deux plans différents, l'un sur le plan de la critique. 1 E. Boutroux, Revue de métaphysique et de morale, 1911. Philosophie, culturée, théorie 2. La connaissance 4-7. Rationnelle, de rue analyse de la connaissance et de la raison purement théorique, l'autre sur le plan de la croyance, de la raison purement pratique. La philosophie métaphysique introduit donc à l'intérieur d'elle-même la scission, la dispersion, la situation intolérable à laquelle elle devrait mettre fin. C'est pourquoi notre époque ressent profondément le besoin d'une activité unificatrice, d'une méthode de dépassement des connaissances dispersées. Il s'agit pour nous de réunir rationnellement, lucidement, la pratique et la théorie, l'objet et le sujet, la réalité et la valeur de l'homme, le contenu et la forme de la pensée, la science et la philosophie, tous les éléments de la culture. Une telle unification qui ne doit pas être imposée du dehors, mais venir des éléments eux-mêmes, rationnellement donc librement, c'est-à-dire selon une nécessité interne comprise et dirigée, réclame des méthodes nouvelles, une logique à la fois rigoureuse et souple, qui se tienne au niveau du travail de la pensée scientifique 1,1 sans pour cela se contenter d'enregistrer passivement les techniques et les résultats des sciences séparées. La métaphysique idéaliste ne peut pas,
par définition, répondre à ce besoin, puisque, par définition, elle se meut sur un autre plan. Portant à l'absolu une parcelle de réalité, comment organiserait-elle l'ensemble? Selon l'esprit positif d'Auguste Comte, la philosophie doit étudier les généralités des différentes séances, conçues comme soumises à une méthode unique, et déouvrir leurs relations et leur enchaînement, résumer tous leurs principes propres en un moindre nombre de principes communs. Cette dernière formule condamne la philosophie à ne rien apporter aux savants, si ce n'est des abstractions. Un disciple récent de Comte a pu soutenir que la philosophie, n'étant qu'un résidu des sciences, devait disparaître devant elle, après leur avoir donné naissance. Le positivisme oublie que le savant n'est pas une intelligence pure, mais un être humain, un être social, qui pense dans un cours de philosophie positive. 2 et Gobelot, le système DEA Sciences, notamment, page 213. 48 Logique dialectique. Conditions définies socialement. L'histoire des sciences ne peut donc pas être faite dans chaque domaine mathématique, physique, etc., en tenant compte exclusivement des recherches et des résultats d'ARU, domaine. L'histoire des sciences est une histoire sociale, fragment de l'histoire générale de la connaissance. Auguste Comte a eu raison de poser la question d'une méthodologie générale, d'une logique unifiée, et aussi de poser la question des relations et de l'enchaînement des sciences. Mais cette question ne peut se résoudre en restant à l'intérieur de chaque science prise séparément, et par une simple somme des résultats atteints. La philosophie, dégagée de la métaphysique idéaliste, se trouve donc bien devant des questions neuves, théorie de la connaissance comme histoire de la connaissance et de la pratique sociale, critique sociale des idées et des préjugés qu'eurent parfois les savants logiques, générale organisation de l'ensemble de la connaissance, car certaines questions ne peuvent être résolues que par une coopération. La spécialisation étroite n'empêche pas seulement une conception d'ensemble, elle arrête parfois la recherche scientifique elle-même. N'oublions pas que Pasteur, dont l'apport à la médecine fut si considérable, n'était pas médecin, que la géologie a été renouvelée par des considérations physiques sur la résistance des matériaux et la plasticité des roches, etc. La science tend du dedans à briser les cloisonnements et à créer un esprit d'équipe. Or, dans une équipe, la fantaisie individuelle doit être disciplinée et organisée, sans pour cela briser l'initiative et le talent ou le génie des individus. Exigence contradictoire qu'il faut pratiquement résoudre. D'autre part, la question n'est plus aujourd'hui d'interpréter d'une manière fantaisiste le monde, mais de résoudre les problèmes objectifs, posés par les choses humaines, c'est-à-dire par ces produits de l'activité humaine, les techniques, l'industrie moderne, l'économie, etc., ces problèmes concrets, qu'il s'agit de résoudre par une action fondée sur la connaissance, ne peuvent être examinés ni résolus individuellement. 13 Logique formelle et logique connaissante, dialectique. La logique ainsi comprise se définit d'une manière nouvelle par rapport à la logique traditionnelle, et même par rapport à certaines théories logiques plus récentes, fondées sur l'étude de logique formelle et logique concrète. 49. Certaines sciences prises isolément, les sciences expérimentales, physique, chimie, biologie, selon la conception traditionnelle de la logique, celle d'Aristote, il existe une étroite parenté entre la logique et la grammaire, La grammaire se fonde sur une distinction capitale entre le contenu et la forme du langage. Une affirmation parlée comporte l'assemblage d'un certain nombre de mots, il pleut, le ciel est bleu, etc. Elle peut être vraie ou fausse, elle désigne certains objets, elle a un sens, un contenu. La grammaire laisse de côté le sens, le contenu, haute vérité ou cette fausseté de l'affirmation. Elle s'occupe uniquement de à manière d'assembler les mots, elle définit certains caractères généraux, certaines classes de mots qui font d'eux des termes grammaticaux et doivent régler leur emploi, le substantif, l'adjectif, le verbe, le sujet, l'attribut, etc. Étant donné ces classes de mots et les règles de leur emploi dans une langue donnée, la grammaire s'occupe uniquement de la correction du langage, c'est-à-dire de la conformité avec les règles. La distinction du vrai et du faux se remplace, du point de vue grammatical, par celle du correct et de l'incorrect.
La grammaire détermine des formes grammaticales indépendantes, en apparence du moins, et du point de vue du grammairien, de tout contenu. La logique d'Aristote ou logique bar-Ormel opère de manière semblable. Aristote a cherché les conditions d'une langue universelle, les règles d'un emploi nécessaire des termes créés par la pratique sociale, par le langage courant. Comme le grammairien distingue les termes, les propositions, les phrases, la logique formelle distingue et définit les termes logiques, idées ou concepts, c'est avoir surtout les substantifs ou adjectifs substantivés comme le, blanc, ou la, blancheur, les jugements, comportant un sujet, un verbe, un attribut, les raisonnements. Enfin, la logique formelle, laissant de côté tout contenu, tout sens de aux termes logiques, tout objet désigné par eux, détermine par la seule pensée les règles de leur emploi correct, c'est-à-dire les règles générales de la cohérence, de l'accord de la pensée avec elle-même. Ainsi c'est une règle générale de toute pensée cohérente qu'elle ne doit pas se détruire par une contradiction. La conception aristotélicienne de la logique après avoir régné presque sans partage jusqu'à Descartes, a été depuis lors 50 logiques dialectiques. Sérieusement critiquée et qu'abandonnée. Il convient de la réhabiliter partiellement et en un sens. Aristote a eu raison de chercher un organon, un instrument universel, une méthode rationnelle de connaissance. Il a eu raison, c'est-à-dire que la raison se trouve encore aujourd'hui d'accord avec son œuvre, de chercher, à partir du langage, comme forme déjà élaborée de la pratique sociale et du contact agissant avec le réel, condition d'une expression rationnelle objective, universelle, nécessaire de la réalité. Et il y est parvenu, dans une certaine mesure et sous un certain aspect. Elle était il sera toujours vrai que elle pensée doit être cohérente. C'est là une loi universelle, nécessaire, objective, s'imposant donc à tout être humain capable de réflexion. Toute contradiction admise dans la pensée inconsciente, sans être expressément ignalée et réfléchie, introduit une inconséquence, une incohérence, qui risque de détruire cette pensée en tant que pensée, de la ramener au rang d'une suite de constatations, ou l'un rue cinquième, ou RL un délire, M. Cependant, Aristote n'a pas poursuivi assez loin sa comparaison avec la grammaire. Le grammairien ne fait jamais que codifier l'usage pratique d'une langue déterminée, et les formules grammaticales ne peuvent jamais se séparer de l'usage, des l'on veut les prendre isolément, on tombe clan le rmalisme. Il le suffit pas de parler ou d'écrire correctement, il faut avoir quelque chose à dire. La correction, par elle-même, ne produit que l'ennui de académisme. Le véritable écrivain connaît la grammaire, mais sait à en tourner les règles strictes, de manière à amener consciemment la surprise du lecteur, à le piquer ou à exprimer de plus près les sentiments confus, complexes, spontanés, éloignés de la zone des idées et formes élaborées. Les poètes tirent une grande partie de leurs effets de la répétition, des assonances, des terminaisons dans la rime, centilitres mots ou membres de phrases, alors que les formalistes de la grammaire et du style interdit cette répétition. Et Verlaine, exprimant l'expérience poétique française de Racine à Baudelaire, ne conguitait-il pas fin précision mais savante, voulue dans emploi des termes, pour leur donner une résonance plus subtile, un prolongement, une distance entre eux et eux-mêmes, une dimension poétique, surtout ne va pas choisir tes mots sans quelque méprise. La précision formelle, grammaticale, crée la platitude, la logique formelle et logique concrète 51. Monotonie, l'ennui, dès qu'il s'agit d'expressions comme paniquerette, elles n'ont de science, ou de philosophie, et la langue n'évolue, ne s'enrichit, qu'en estropiant la forme grammaticale acquise, en détériorant les règles établies. Par exemple, lorsque nous disons un costume tailleur ou une tarte maison, cette tournure incorrecte du point de vue de la grammaire française, dont la syntaxe analytique exigerait que l'on formule toutes les articulations de la pensée, costume pour femme fait par un tailleur, etc. Et cependant cette tournure elliptique répond à un besoin de la vie moderne et enrichit la langue. Les remarques
précédentes ne tendent pas à prouver qu'il suffit d'être incorrect pour enrichir la langue. La plupart des expressions, mots et tournures incorrectes créées volontairement sont éliminées par une sorte de sélection naturelle. Pour qu'il entre dans l'usage, il faut qu'il corresponde à un besoin social et pratique. Ne répond à un tel besoin qu'une locution créée naturellement, non facticement. Ces remarques démontrent seulement que la grammaire n'a qu'une portée relative et une application limitée. Le rapport de la pensée et du langage que l'on étudie en psychologie autant qu'en logique n'est pas qu'un rapport simple. L'accord entre le langage et la pensée s'obtient par une lutte, à travers un conflit, en dissolvant une contradiction toujours renaissante. Le langage, c'est-à-dire l'écrivain ou l'orateur, lutte pour arracher à l'immense contenu de la vie pratique et sociale, contenu obscur, mais non impénétrable, inexprimé et non inexprimable, des formes définies d'expression. Et, d'autre part, sans cesse, l'écrivain se retourne vers ces formes pour interdire de se figer hors du contenu, pour les dégager du formalisme. Le droit aboutit à un code, ensemble de forines juridiques et de règles de procédure. Est formaliste juridiquement le magistrat qui s'en tient à l'application des règles, sans plus s'occuper des cas concrets, des situations. Les rapports courants entre les personnes humaines sont également réglés par un code de politesse. Est formaliste l'0111 qui transforme en un cérémonial, en une étiquette mondaine, cet ensemble de règles pratiques. La logique formelle, comme la grammaire, n'a qu'une portée relative et une application limitée. Elle n'a pas de sens en dehors du contenu, mais elle prend tout son sens et toute sa portée lorsque nos pensées négligent expressément une grande part de son contenu et se meut à la 52 logique dialectique. Limite, au point exact où le contenu s'évanouit et où reste presque seule la forme. Nous aurons maintes fois l'occasion de montrer que notre pensée accomplit nécessairement une telle élimination, partielle et momentanée, de son contenu, et que c'est là une phase, une étape, un aspect, un moment de son activité, le moment de abstraction. La logique formelle, logique de la forme, est donc la logique de l'abstraction. Lorsque notre pensée, après cette réduction provisoire du contenu, revient vers lui pour le ressaisir, la logique formelle s'avère insuffisante. Il faut lui substituer une logique concrète, une logique du contenu, dont la logique formelle n'est qu'un élément, une ébauche valable sur son plan formel, mais approximative et incomplète. Le contenu étant fait d'interactions d'éléments opposés comme l'objet et le sujet, l'examen de telles interactions se nomme par définition dialectique, et la logique concrète ou logique du contenu sera la logique dialectique. D'une façon générale, la forme de à penser est différente du contenu, mais liée à lui. Ainsi, le sujet est distinct de l'objet, mais non séparable. La forme est toujours forme d'un contenu, mais le contenu détermine la forme. Ainsi, dans la vie pratique et sociale, où s'ébauchent, à un niveau inférieur, ces distinctions théoriques, la forme du « as » est déterminée par le contenu, bien que, prise à part, elle soit indifférente. Le pot à confiture n'a pas la forme du pot à cuire la soupe. Sur un plan de la pensée théorique, la forme est un aspect du contenu, un élément détaché momentanément de ce contenu. Le contenu de la pensée analysée et pris sous un certain angle devient forme. Réciproquement, la forme redevient contenu. Par exemple, lorsque les rapports sociaux sont codifiés et que l'ensemble des lois rédigées devient un élément juridique qui réagit sur la pratique et l'ensemble des rapports sociaux. Entre la forme et le contenu s'opère donc une interaction et un mouvement incessant. Lorsque la forme est prise à part au qui est toujours possible, on tombe, quelque le domaine considéré, dans le formalisme. Ce n'est pas la logique formelle, prise comme telle, qui doit être sévèrement jugée, mais le formalisme logique, ce qui est tout différent. On appelle souvent du nom de « logique » dans la philosophie moderne, l'étude des méthodes scientifiques, méthode des mathématiques, des sciences expérimentales, etc. À cette méthodologie, on attribue parfois la dénomination de « logique concrète ». Logique formelle et logique concrète 53.
En effet, pendant des siècles, pendant que les philosophes discutaient abstraitement sur les règles de la logique formelle, ou qu'ils les employaient dans l'abstrait sans faire progresser le savoir scolastique médiéval, ou bien que, faute encore plus grave, ils greffaient sur des considérations logiques et abstraites leurs spéculations métaphysiques, allant ainsi jusqu'à dédaigner et nier la connaissance de la nature, doctrine platonicienne, les sciences prouvaient la connaissance. Comme Diogène, d'après une anecdote célèbre, en marchant prouvait le mouvement. Elles avançaient, elles connaissaient la nature et constituaient, en dehors de la logique pure, leur méthode propre, méthode de l'analyse mathématique, méthode expérimentale des physiciens. Mais cette méthodologie des sciences ne peut être qu'un aspect des études de logique générale. Si elle constituait la logique concrète, cette conception positiviste supprimerait purement et simplement la théorie philosophique de la connaissance et de la pensée, la logique se disperserait en plusieurs logiques, mathématiques, expérimentales ou inductives, etc. Plus exactement, il n'y aurait plus de logique générale, mais une sorte d'étude philologique, le mot « logique » ne signifiant plus dans ce composé, forme rationnelle générale, mais langage, comme le mot grec awaios, des différentes sciences, considérées comme autant de langues bien fattées, mais différentes et sans lien interne et nécessaire. La logique concrète ne peut consister en un simple enregistrement passif des procédés employés pratiquement par les savants. Si elle se constitue, elle retrouvera dans les différentes sciences, c'est-à-dire d'âme, des contenus différents, des mouvements de pensée et des formes comparables sinon identiques. Ainsi, plus fidèle que certains positivistes contemporains à l'inspiration profonde d'Auguste Comte, voir ci-dessus, paragraphe 11, elle apportera une méthodologie unique et systématique, une théorie des relations entre eux les différentes sciences. Elle ne peut donc se contenter d'une simple réflexion sur les méthodes prises séparément, la logique concrète, sans se séparer des sciences et de leurs méthodes, doit au contraire élucider ces méthodes, les insérer dans une vue d'ensemble du travail de la pensée et de l'activité humaine. Elle doit apporter quelque chose aux savants et aux sciences, briser les cloisons étanches, pénétrer dans les sciences à la fois du dedans, au nom de leur propre mouvement et contenu spécifique, et du dehors, au nom du besoin d'unité, d'ensemble, au nom des relats. 54 Logique dialectique. Tion concrète entre la science et la vie, entre la théorie et la pratique. La logique se définit souvent comme l'étude des conditions de la vérité, ou des conditions de la pensée vraie. Cette formule est susceptible de deux interprétations. Si l'on entend par là des conditions subjectives et individuelles, des conditions seulement dans la pensée, la formule est fausse. Elle reprend, en l'aggravant, le formalisme, elle sépare la forme du contenu. Elle élimine le contenu objectif, historique, pratique et social, de la connaissance. Mais si l'on entend par étude des compagnies inditions de la pensée vraie, précisément l'analyse historique de la connaissance qui, au contact du réel, forge les instruments, les formes objectives de la connaissance, les formes de l'immense contenu de la vie, alors, en effet, on peut dire que la logique étudie les conditions les plus générales de la pensée vraie, les formes vraies de la pensée, c'est-à-dire celles qui correspondent au contenu objectif. Et l'on peut même déclarer et stipuler que la correspondance de ta pensée avec son objet représente la condition générale, formelle, nécessaire, de la pensée vraie. La logique serait la connaissance de la connaissance, VO 11 ATS VO 11 AE réponse, oui et non. Non, si cette formule n'est qu'une variante de celle précédemment discutée, et signifie une réflexion abstraite, subjective, sur la connaissance acquise. Non, si l'on se contente d'analyser ou de confronter dans la logique les résultats morts ou dispersés des différentes sciences, et leurs instruments méthodologiques pris à part, inertes, hors du mouvement d'ensemble de la pensée humaine. Oui, si l'on étudie les résultats et les méthodes des sciences dans le mouvement tout entier qui leur donne naissance, c'est-à-dire dans les sciences vivantes, comprises comme des nuances de l'activité humaine, comme des applications de la raison humaine. Oui encore, si l'on entend par là que les règles directrices les plus générales de la connaissance doivent être elles-mêmes tirées d'une connaissance effective du réel, c'est-à-dire doivent être des lois du réel. Comme le dit M. Bachelard, Nouvel esprit scientifique, chap.
6. Dans la pensée moderne, ce sont les lois découvertes dans l'expérience qui sont ensuite pensées sous forme de règles. Comment la logique générale échapperait-elle à ce progrès de notre pensée? Alors, les lois et règles fécondes de la logique seront les lois les plus générales de la nature, découvertes par la connaissance scientifique, elles puis ensuite élucidées. Logique formelle et logique concrète 55. Formulées, devenues des formes, des instruments de l'analyse, des règles de la recherche. La logique concrète sera alors conçue comme la théorie d'une pratique, la connaissance. La logique est un art, l'art de penser ou une science de la pensée. Ces questions classiques semblent une avenue Organisation internationale de radiodiffusion ni une grande portée ni même un sens bien défini. Si l'on entend par science une compréhension inefficace, une contemplation, l'art seul étant actif et efficace, la logique ne sera jamais une telle science, ou bien elle se suicidera. Mais aucune science ne correspond à cette définition. Si l'on entend par science une connaissance efficace se traduisant aussitôt en une technique, comme l'étude scientifique de la résistance des matériaux donne aux architectes les moyens de construire des édifices ou des ponts, alors la logique est une science, la science la plus générale de la connaissance et du réel, inséparable. Si l'on entend art, une activité créatrice individuelle, ou un ensemble d'appréciations subjectives, des normes, comme on dit parfois, ou de jugement de valeur, la logique n'est pas un art. La distinction et l'opposition des jugements de réalité et des jugements de valeur est toujours et partout contestable. Esthétiquement, elle ouvre la plus belle, saint aussi celle qui plonge le plus profondément dans le réel, la plus émouvante, celle qui enveloppe le contenu humain le plus vaste et lui donne la forme que ce contenu exige. Éthiquement, moralement, le bien suprême n'est-il pas le monde réel que nous devons pleinement posséder et douaniner et notre propre vie réelle que nous devons élucider, organiser, pénétrer de raison et d'universalité? En ce qui concerne la logique, cette séparation de la réalité et de la valeur, des un fait et du droit, se montre particulièrement absurde et inféconde. Il est impossible, dans la connaissance, de dissocier le droit du fait, la valeur de la réalité, la norme de l'activité. Lorsque le langage courant dit qu'il convient d'examiner ce que vaut une idée, ou si telle pensée est valable, l'expression comporte une ambiguïté et un malentendu. Une pensée valable est une pensée vraie, elle est vraie, c'est-à-dire qu'elle exprime le réel, elle est à la fois réelle et vraie. Si le mot art désigne une opération créatrice arbitraire, hors du rôle et de la connaissance du réel, la logique n'est pas un art. Elle n'apprend pas plus à penser que la fille. 56 Logique dialectique. Sociologie n'apprend à digérer un cessé du mot art, apparaît d'ailleurs comme un sens périmé. Cependant, si l'on entend par art l'application technique d'une connaissance avec une part d'initiative et d'expérience individuelle, alors on peut dire avec la logique de Port-Royal que la logique est un art de pensée. La psychologie étudie avant tout la conscience individuelle. La logique n'a donc qu'un rapport lointain avec la psychologie non pas parce que la psychologie étudie aussi bien le rêve, ou le délire du fou, ou la vie de l'enfant, que la vie de l'adulte, ou bien parce que la psychologie étudie ce qui est, et non ce qui doit être, l'erreur et non seulement la vérité, mais parce que le domaine de la psychologie est beaucoup plus restreint que celui de la logique concrète. Celle-ci doit apporter un raccourci de d'immense expérience humaine au contact du réel, un résumé de l'histoire de la connaissance. Monsieur Goblet affirme que la logique n'est autre chose que la psychologie de l'intelligence. La psychologie classique a longtemps vécu sur une fiction, celle de l'adulte civilisé moyen. Elle prêtait à toute l'humanité, au primitif comme à l'enfant, au fou comme au génie, les opérations et les facultés de l'adulte civilisé moyen, avec quelques variantes. Monsieur Goblet accomplit une opération analogue, il prend le philosophe moyen et l'érige en norme de l'activité intellectuelle humaine. Les opérations intellectuelles de cet adulte civilisé, bien doué, qu'il prétend observer sur lui-même, il les nomme « lois naturelles d'une intelligence pure », ce qui ne signifie exactement rien. L'intelligence,
pure, en admettant qu'elle existe, même à titre de fiction philosophique, c'est-à-dire en admettant que l'intelligence ne se soit pas évanouie au moment où elle s'est purifiée de tout contact avec le réel, ne saurait être un fait naturel et obéir à des lois naturelles. L'idéalisme expirant en vient à présenter comme fait naturel une monstruosité contre nature, l'intelligeno pur et la recherche, des conditions d'une activité purement intellectuelle. 3. Lorsque M. Goblet représente sa pure intellectualité comme une pure socialité, voir page 31 et suivre, parce que la vie sociale astreint d'après lui l'individu à négliger tout ce qui est légal. Préface à Wissenschaft der Logik, 5 page 5, t. 3 des œuvres complètes. 2. Goblet, Traité de logique, page 13 à 29. 3. Idem, page 22. Consentillitrusion 57. N'est pas pensée et recherche de la vérité universelle, le paradoxe devient une plaisanterie. Nous savons, par 1000 documents, que la pure intellectualité reste solitude, angoisse, étrangeté par rapport à la vie sociale. Ne savons-nous pas aussi, par une expérience incessante, que la vie sociale est faite de sentiments, de rapports vivants, d'activités pratiques? Quelle est donc cette vie sociale qui oriente l'intelligence vers l'universalité? Est-ce la nôtre, celle de notre temps, olé que nous menons en fait? Notre vie sociale aurait-elle déjà dépassé les intérêts égoïstes? Ou M. Goblet ne superposait-il pas à sa fiation de l'intelligence pure, une vie sociale fictive, et à une abstraction une autre abstraction à la deuxième puissance? Ce n'est pas la vie sociale en général qui fonde l'universalité et l'objectivité de la pensée, mais la connaissance comme fonction sociale différenciée, le travail intellectuel comme forme du travail social, ce qui est tout autre chose. Il était inévitable que l'opposition de la norme et du fait, du vrai et du réel aboutisse à l'opposition d'une fiction spéculative et de la réalité humaine. En voulant fonder la logique sur l'intelligence pure et son lortionnement, M. Goblet réduit à l'absurde l'effort idéaliste pour penser la logique hors du réel, et réfute par l'absurde, sans le savoir, l'idéalisme. N. 14. Conclusion. Après cette discussion, longue, mais nécessaire, des différentes conceptions de la logique et des questions 8 classiques concernant sa définition, il est possible de conclure. La logique concrète course mais achève l'histoire de la connaissance, c'est-à-dire la théorie elle-même de la connaissance comme histoire de la pratique sociale. Elle en est la partie la plus élaborée, le résultat, vivant, donc, le raccourci en brève formule de toute l'expérience humaine. Elle doit donner les formes vraies, c'est-à-dire objectives, universelles, de la connaissance. Les règles les plus générales de la connaissance doivent être en même temps les lois les plus générales de toute réalité. Les instruments de la pensée ne peuvent être séparés des objets auxquels ils s'appliquent. La logique concrète décrira donc ces instruments les plus perfectionnés, ces formes. 58. Logique dialectique. Rationnelle, et résumera ainsi des milliards et des milliards d'expériences. La logique se fonde sur l'histoire dans la mesure même où l'histoire apparaît comme intelligible. Si l'histoire générale n'était qu'un chaos d'anecdotes et de violences, si l'histoire de la connaissance n'était qu'une suite sans lien de tentatives et de doctrines, il serait vain de rechercher une logique concrète. Mais si l'histoire comporte une structure, si dans la société comme dans la pensée les interactions d'éléments opposés constituent la structure dialectique de l'histoire, si le développement de l'homme, de sa puissance sur la nature et de sa conscience de soi nous donne le mouvement d'ensemble et le sens concret de cette histoire, alors et simultanément, la raison devient achiphorique et l'histoire devient rationnelle. La logique concrète se trouve donc liée à une conception scientifique, rationnelle, de l'histoire. La raison, la logique, l'histoire, deviennent simultanément concrètes et vraies, en devenant dialectiques. La logique est la science pure, c'est-à-dire le pur savoir pris dans toute l'ampleur de son développement. 1. La première partie de cette phrase est absurde, c'est-à-dire, purement, métaphysique. Hegel vient précisément de montrer quelques pages auparavant que la logique, comme système abstrait, est le royaume des ombres. Mais la deuxième partie résume génialement le projet d'une logique concrète.
L = vis. Der Log. 1, page 62, édition des œuvres complètes, Berlin, 1833-35, désigné ci-après par les mots cc grande logique. 2 Eldem, page 47.